Oui, Brigitte. Donc, Valérie Boucher, qui vient nous parler d'art, comme chaque semaine. Alors, on parle souvent, généralement, d'expos, d'institutions muséales, etc. Comme certains ont pu le comprendre s'ils s'intéressent un peu à l'actu, les musées sont un peu compliqués à approcher, sauf en ligne. Il y a d'énormes collections disponibles. On en a parlé les semaines passées. On en reparlera aussi dans les prochaines semaines. On reviendra avec des nouvelles propositions. Mais là, tu voulais profiter aujourd'hui de ce temps pour faire un hommage à Herman Daled. Tu vas nous expliquer qui est ce Belge incroyable, assez peu connu du grand public et très connu des initiés. Exactement. Alors effectivement, malheureusement, il nous a quittés. Et je vais me préciser la date du 8 novembre, la semaine passée, parce que ça correspond à une date d'achat, vous l'entendrez plus tard. Justement, Herman Daled, là, je vous le présente comme personne qui est née en 1930. Il était surtout un radiologue. Alors, il a été président honoraire du fonds Henri van de Velde. Il était président du conseil d'administration de la Société des expositions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et fondateur, président d'honneur et administrateur du Wils. Ça, c'est la partie voilà, de l'homme qu'on connaît. Moi, je voulais surtout vous présenter le collectionneur, ou plutôt le collecteur, parce qu'il n'avait pas ce terme pour se définir. Pourquoi? Parce qu'il faisait vraiment une distinction entre avoir une collection, faire une collection. Et pour lui, c'est en se frottant aux artistes qu'il se sentait solidaire politiquement avec eux, et que c'est comme ça qu'il a acquis des PS au fur et à mesure, parce que pour lui, c'était sa seule façon, finalement, de participer activement à cette scène qui commençait à émerger, qu'on appellera plus tard l'art conceptuel. Alors, c'est ce que tu nous expliques, c'est un collectionneur qui, dans son modèle de collection, met un engagement. Oui, c'est vraiment un collectionneur qui n'achetait pas qui vendait d'ailleurs pas ses pièces, qui n'achetait pas dans ce sens-là. Qui est à la fois mécène, oui, mais découvreur. Très, très mécène. Alors, il dit toujours que sa particularité, c'est qu'il a toujours été disponible. Et il y a une date marquante, qui est le 8 novembre 1966, où il se rend à un vernissage à la galerie Cogine, qui est à l'époque une des premières galeries qui justement présentait de l'art conceptuel, qu'on ne nommait pas encore comme tel à ce moment-là, qui était du côté de l'avenue Louise et qui était la galerie de Yvan Le Chien, monsieur Yvan Le Chien. Et il rentre dans la galerie et il tombe vraiment, il a un choc face à une œuvre qui s'appelle La robe de Maria de Marcel Brotars. Alors, je ne sais pas si on voit les images à un moment donné. On voit sur les images, elles tournent, elles arrivent. Cette robe qui est accrochée sur un cintre, sur une toile. Il y a mis un sac en papier et collé des œufs, donc cassés. Et ça, c'était vraiment pour lui. Et je cite cette phrase qui est vraiment importante. Le choc que j'ai eu, j'avais trouvé quelque chose qui ne révélait ni du savoir-faire, ni du talent, ni de rien du tout, et qui était l'idée à l'état pur. Et donc, c'est vraiment cet achat qui a attiré son attention vers cette nouvelle démarche artistique que l'on nommera donc l'art conceptuel. Donc, en fait, il met en avant sa passion des artistes, mais aussi sa passion des idées. Non, il est vraiment acteur. Il est acteur. Okay. Mais par contre, avec son épouse Nicole à l'époque, ils habitaient avenue Messidor et donc ils accueillaient régulièrement les artistes parce que les artistes effectivement n'avaient pas toujours été plutôt un petit peu avaient plutôt des difficultés financières et donc ils les accueillaient. Et notre ami Marcel Brotars, qui est vraiment devenu un grand ami d'Herman Daled, invitait d'autres artistes parce qu'il faut savoir que Bruxelles à l'époque était un petit peu la plateforme d'atterrissage pour les Américains qui venaient avec des low cost. Et donc, il téléphonait à Marcel Brotars et il disait oh, mais venez, moi je vais manger chez des amis ce soir. Et la phrase type qui leur servait à chaque fois, c'était on peut y boire, on peut y fumer, on peut y manger et en plus ils achètent. Donc c'était vraiment cette notion-là de cette collection qui a grandi au fil du temps. On arrive à 800-900 pièces à peu près. Et est-ce qu'il a présenté sa collection ?
Alors, il voulait pas la montrer parce que justement pour lui, il ne vivait pas avec ses œuvres. Donc c'était comme un livre pour lui, et c'est pour ça il parle vraiment de collecteur. Il aimait aller dans sa bibliothèque, ou plutôt dans son storage, prendre de temps en temps une œuvre, ouvrir, la déballer, la déposer sur un clou ou sur un appui de fenêtre, et puis le soir la ranger. Et vraiment comme un livre qu'on reprend, qu'on relit avec bonheur. Et En fait, il avait un dressing d'œuvres d'art. si on peut dire. Comme nous, le C'est un drôle de matin, terme, on se décide mais- pour savoir si on mettra une robe ou un C'est pantalon. vrai. Enfin, un pantalon ou un Tout à fait. autre, plutôt pour toi. Oui, un peu plus. Donc, et c'est finalement Chris Dercom, qui à l'époque est directeur de la Haus der Kunst, qui est le musée d'art moderne et contemporain à Munich, qui arrive à convaincre Herman Dallet de montrer sa collection. Et donc, il faut savoir qu'il y a l'équipe du musée qui est venue et qui a fait un inventaire pendant 8 semaines pour proposer au couple, finalement, de dire, OK, on va sélectionner la période 66 à 78 qui correspond à l'art conceptuel. Et ils ouvrent donc cette exposition qui s'appellera, et j'ai d'ailleurs le livre, A Bit of Matter and Little Bit More, Ok. qui est donc S'il vous plaît. ce livre-là. Celui-ci est en allemand. Je pense qu'il est épuisé malheureusement, mais je ne vous laisse pas en reste. Il y a la version en français qui a été traduite et éditée par Maison Rouge et La collection et les Lepuy, archives de Herman que et vous Nicole Dallet. pouvez vous procurer donc au Wills. Et donc, dans la foulée de cette exposition, un an plus tard, le MoMA marque son intérêt pour acheter la collection. Et donc, en 2011, je pense que certains ont peut-être entendu, justement, Oui. ça a fait beaucoup de bruit, comme quoi une grosse collection belge partait aux États-Unis, au MoMA, donc le musée d'art contemporain de New York. Et on fait l'acquisition de 300 pièces à peu près de cette période, 1966-78. Et grâce à cette acquisition, ils ont, en 2016, ils ont fait une vous procurer donc au Wills. Et donc, dans la foulée de cette exposition, un an plus tard, le MoMA marque son intérêt pour acheter la collection. Et donc, en 2011, je pense que certains ont peut-être entendu, justement, Oui. ça a fait beaucoup de bruit, comme quoi une grosse collection belge partait aux États-Unis, au MoMA, donc le musée d'art contemporain de New York. Et on fait l'acquisition de 300 pièces à peu près de cette période, 1966-78. Et grâce à cette acquisition, ils ont, en 2016, ils ont fait une rétrospective de Brotars. Parce qu'effectivement, de par l'affection que les deux hommes nouaient, il a à peu près acquis entre 80 et 100 pièces à peu près de Marcel Brotars. Et ça leur a permis de faire donc une rétrospective de Marcel Brotars que vous pouvez racheter dans toutes les bonnes librairies. Tout à fait. Qui est édité d'ailleurs par le MoMA. Oui. On retrouve vraiment une énorme partie de la collection de Marcel Brotars. Moi, j'ai une question en fait t'en prie. qui m'intrigue beaucoup. Ouais. J'aime pas parler d'argent, mais est-ce qu'on a une estimation du prix de la collection qui est De la collection ou de l'acquisition par le MoMA? l'acquisition par le MoMA? Alors, non, ça je n'ai pas. J'avoue que je m'en suis pas souciée non plus. Je sais pas pourquoi ça Et m'intéresse. c'est am- c'est C'est un amusant. leasing, en fait. Et c'est amusant que tu le soulèves, cette question-là, parce que Herman, finalement, toutes ses collections étaient des fiches. Et on le voit, c'est pour ça que j'ai apporté ce CD-là, je vous expliquerai après. Il a vraiment 4 paquets de fiches et toute sa collection est rangée sur fiches avec les prix, le moment de l'achat, le nom, le lieu, etc. Et Herman Dallet, justement... En fait, il a fait un pouvait Excel avant l'époque. quoi. Oui, c'est acheter ça. en fiches. Ouais. Bien organisé. Un Excel papier. hein. Mais c'était vraiment une démarche fabuleuse parce qu'il a même fait un contrat avec, à un moment donné, Daniel Buren lui a dit, je veux te proposer ce contrat, c'est de dire pendant 1 an, tu achètes une fois par mois une de mes œuvres et tu n'achètes rien d'autre. Hors Brotars, puisque ça c'était un sujet à ne pas toucher. Et il a tellement été frustré en tant que collectionneur de ne pouvoir acheter qu'une œuvre par mois, c'est qu'il est rentré à la première exposition de Laurence Wiener, en l'occurrence à ce moment-là, il a acheté l'intégralité de l'exposition. Bon. Donc voilà. Alors,
Val, pour terminer conclure. ceci, parce que ceci est vraiment un documentaire qui montre un portrait d'un homme et d'un courant d'histoire qui est mal connu et surtout souvent mal jugé. Ça s'appelle La collection qui n'existait pas. Il a été primé par le Festival du film d'art de Montréal, et c'est Joachim Hollander qui a réalisé ce film accompagné d'un CD où il y a justement toute une série d'interviews de Buren, de Dirk Noir, Chris Der. Alors, ce qui est sympa avec le sujet que tu viens de nous faire, c'est que d'abord, on découvre un homme qui est très peu connu du grand public en Belgique, alors qu'il a été un des plus grands et des plus grands influenceurs, même si le mot veut dire autre chose maintenant, de ce courant d'art, Herman Daled. Deuxième chose, en nous présentant, entre autres, le livre sur Brotars du MoMA. On rentre déjà dans la période des cadeaux de fin d'année et on peut déjà commencer à noter sur sa wishlist « I want it, I want Oui, it, I moi je want voulais it ». faire un lien aussi par rapport justement à ce qu'on Sur vit. ton lien, tu as 20 secondes. D'accord. Sur justement la période que l'on vit, où justement on remet un petit peu les valeurs de la société commerciale, etc., finalement, c'était un peu les revendications de l'art conceptuel. C'était effectivement le questionnement incessant de l'objet, mais c'était aussi de détruire cette société de consommation au profit d'un système qui était plus humain. Voilà, C'est exactement ça. Fin. Merci Val. On est temps. Je pense que c'est de mieux en mieux. On va y arriver, ce sera parfait. Donc moi, je vais me tourner. Tu vois, je pivote, je change d'axe, mais je ne vous tourne pas le dos, les amis.